Sous la montagne Sangandi, les instruments ont capté un écho qui ne ressemblait à rien de connu. En quelques minutes, le Burkina Faso est passé du silence à la stupeur mondiale. Dans un bureau austère de Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait la carte du Sahel, conscient qu'un simple signal venait de bouleverser le destin de tout un continent. Car ce n'était pas un gisement ordinaire, mais la promesse d'un choix moral immense. Que fera un pays pauvre, d'une richesse capable de changer son âme? La découverte du siècle venait d'éveiller l'Afrique tout entière. La découverte secoua le pays comme un éclair silencieux. En quelques heures, les radios interrompirent leur programme, les marchés s'immobilisèrent, et dans les villages du Sahel, les enfants crièrent « La terre a parlé !» Pour la première fois depuis des décennies, le nom du Burkina Faso se lia à l'espoir plutôt qu'à la faim. Mais dans la capitale, Ibrahim Traoré demeurait impassible. Pour lui, ce diamant n'était pas une fortune, mais une responsabilité. L'enjeu n'était pas la valeur marchande, mais la dignité nationale. Si ce trésor tombait aux mains sans des puissants, il redeviendrait malédiction. Traoré promit à ses conseillers qu'aucun contrat étranger ne serait signé sans l'approbation du peuple. Ce qu'il offrait n'était pas une richesse, mais une renaissance morale, prouver qu'un État africain pouvait posséder sans être possédé. Cette promesse, prononcée d'une voix calme, devint le premier serment d'une révolution silencieuse. Elle liait le pouvoir à la conscience, l'économie à l'éthique, l'homme à sa terre. Et si la vraie question n'était plus « combien vaut le diamant ?» mais « qui aura le courage de le protéger ?» Le lendemain, les écrans du monde entier s'illuminèrent du même visage, celui d'Ibrahim Traoré, sobre, immobile, devant une carte du Sahel. C'est alors qu'on découvrit que la masse cristalline détectée sous le volcan Sangandi s'étendait sur près de 9 kilomètres. Un record absolu pour le continent africain. Les experts se confirmaient. Si les estimations se vérifiaient, le Burkina Faso pourrait multiplier son PIB par 10 en moins de 5 ans. Pourtant, derrière ces chiffres étourdissants, le président ne montra ni jubilation, ni peur. Dans le silence de son bureau, il murmura simplement « Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. » Ces mots, captés par les caméras nationales, marquèrent un tournant. En quelques heures, ils traversèrent toutes les frontières comme une onde de sens. Les médias internationaux parlèrent d'un miracle géologique, d'un tournant moral. À Ouagadougou, les rues furent remplies de chants et de prières. Les anciens se souvinrent de prophéties anciennes, annonçant une montagne de lumière. Les marchands suspendirent leurs ventes pour écouter les bulletins radio. Le pays entier semblait suspendu, partagé entre fierté et crainte. Mais dans les couloirs du palais de la Révolution, une autre tension montait. Les ministres circulaient, dossiers et contrats à la main. Des ambassades étrangères appelaient sans relâche. Sur les écrans, défilaient déjà des projections de bénéfices, des courbes de croissance, des promesses d'investissement. Et pendant que le tumulte s'amplifiait, Ibrahim Traoré restait immobile, vêtu d'une simple chemise, refusant le langage du triomphe. Il regardait la carte et pensait au prix visible de chaque ressource, la dépendance. À ce moment précis, une conviction prit forme. Si le Burkina Faso cédait une seule fois à la cupidité, tout serait perdu. Ce ne serait pas une histoire d'or ou de diamants, mais de conscience trahie. Derrière la découverte, il entrevoyait déjà la bataille à venir, entre la richesse qui corrompt et la dignité qui résiste. Dans la salle du conseil, l'atmosphère était dense. Ibrahim Traoré écoutait en silence les rapports qui s'empilaient, les projections vertigineuses, les offres de multinationales. Puis, il leva la main, doucement, et la salle se figea. Oh! Nous avons eu de l'or, et nous étions pauvres. Nous avons eu du coton, et nous avons eu faim. Cette fois, il ne s'agit pas de vendre, mais de se réveiller.
Cette phrase, prononcée sans emphase, scella le ton d'une nouvelle ère. Sous son ordre, une commission nationale du diamant fut créée. Un organe moral autant que technique, composé de scientifiques, de soldats et de théologiens. Leur mission, veiller à ce que la richesse serve le peuple, non les empires. Dans les rues cette décision provoqua une onde d'émotions rares. Les marchés se remplirent de dessins d'enfants représentant des montagnes lumineuses et des drapeaux portés par la foi. Une vieille paysanne, interrogée par la radio, résuma l'esprit national en une seule phrase. « Si Dieu nous a donné la lumière, ce n'est pas pour la vendre, c'est pour mieux voir notre chemin. » Ce soir-là, Ibrahim Traoré s'arrêta devant une fenêtre ouverte du palais. Dehors, Ouagadougou brillait de feux improvisés, symbole d'un peuple qui retrouvait son souffle. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'avenir semblait tangible. Il savait pourtant que ce n'était qu'un début. Les puissances étrangères allaient réagir. Mais il venait de poser la pierre d'une promesse, celle d'un pays décidé à grandir sans se vendre. Et si le courage d'un dirigeant suffisait à transformer la découverte d'un diamant en essence d'une conscience? Les jours suivants furent un tumulte. À mesure que la nouvelle se propageait, le Burkina Faso devint le centre d'une tempête politique et médiatique. Les analystes parlaient d'un tournant africain, les chancelleries d'un risque géostratégique. Dans les marchés, on échangeait des prières comme des devises. Et dans les couloirs du pouvoir, Ibrahim Traoré préparait ce qu'il appelait la phase de vérité. Une réunion d'urgence fut convoquée au palais de la Révolution. Les cartes minières, les plans de sécurité, les télégrammes étrangers furent étalés sur la grande table d'acajou. « Nous ne céderons aucun droit sans conscience », déclara Traoré. Il ordonna la mise en place d'une zone de sécurité autour du volcan Sangandi et le déploiement d'une unité mixte d'ingénieurs et de soldats. Les hélicoptères commencèrent à patrouiller, non pour intimider, mais pour protéger. Ce symbole de vigilance, visible depuis les villages du Sahel, fut perçu comme une promesse tenue. Mais le vent tourna rapidement. Les réseaux miniers internationaux activèrent leurs contacts. Des diplomates offrirent des contrats chiffrés en millions de dollars. Certains parlaient d'aide technique, d'autres d'accords de coopération stratégique. Traoré lut chaque proposition, sans en signer une seule. Puis, à la surprise générale, il quitta la capitale, accompagné de 2 gardes et d'un géologue. Il se rendit au pied du volcan, là où tout avait commencé. Sous un soleil de feu, il rencontra les jeunes mineurs qui avaient trouvé les premières pierres. L'un d'eux, tremblant, lui tendit un petit fragment de diamant brut. Le président le contempla longuement, puis dit « Ce n'est pas un cadeau, c'est une promesse. » Le garçon acquiesça. Cette scène, immortalisée par un photographe local, devint une image culte. Ibrahim Traoré, les yeux baissés sur la terre, jurant de protéger ce que le monde convoitait. Le lendemain, les journaux titraient « Le président qui écoute la terre ». Dans les mosquées, les imams citèrent son discours. Dans les églises, les cloches sonnèrent au crépuscule. L'Afrique semblait s'être redressée d'un souffle collectif. Pourtant, à Paris, Washington et Pékin, les chancelleries s'inquiétaient. Les marchés financiers vacillèrent. « Miracle ou menace ?» titrait un grand média international. Mais au Burkina Faso, la peur céda la place à une ferveur inédite. Des jeunes se portaient volontaires pour surveiller les routes. Les femmes organisaient des coopératives. Les écoles improvisaient des cours de géologie. Ibrahim Traoré apparaissait rarement à la télévision, mais sa voix, transmise par la radio nationale, suffisait. Ce que nous défendons n'est pas seulement une ressource, c'est notre droit d'exister debout. Dans le vacarme du monde, un pays venait de rappeler que la dignité pouvait être une politique. Lorsque les premières études géologiques furent publiées, elles confirmèrent ce que les instruments laissaient deviner. Le gisement sous le volcan Sangandi,
contenait une concentration de diamants estimée à près de 38 carats par tonne de roche, un record absolu. En comparaison, les plus grands sites sud-africains n'en offraient que 7 à 10 carats en moyenne. Cette différence, vertigineuse, équivalait à un bond de près de 400% dans le rendement brut. Ibrahim Traoré, face à ces chiffres, ne triompha pas. Il les lut, posa le dossier et dit simplement « Les nombres nous montrent ce que nous avons, mais ils ne disent pas encore qui nous sommes. » Ces données changèrent tout. Les économistes burkinabés calculèrent qu'à production égale, le pays pourrait générer un revenu national supplémentaire de 6 milliards de dollars en 5 ans. Mais le président refusa de réduire le diamant à une équation. Il demanda aux experts de traduire les bénéfices potentiels en infrastructures. Combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Combien d'emplois locaux durables? Les projections du ministère de l'économie établirent qu'un plan de redistribution à 50% vers les secteurs éducatifs et agricoles permettrait de doubler la scolarisation rurale en 3 ans. Le gouvernement lança alors un programme baptisé Lumière du Sahel, une initiative née de cette volonté. Chaque franc tiré de la pierre devait se transformer en service pour le peuple. Sur les chantiers, les ingénieurs locaux furent priorisés. Les universités mirent en place des formations en géologie et en gestion des ressources. Dans les villages, des coopératives d'artisans furent créées pour polir et tailler les diamants sur place. Les chiffres continuaient à fasciner le monde. Les institutions internationales, d'abord méfiantes, furent contraintes de reconnaître l'efficacité du modèle burkinabé. En un an, la balance commerciale du pays s'améliora de 27%, tandis que la dette extérieure diminua légèrement grâce à la taxation directe des exploitations. Pourtant, pour Ibrahim Traoré, le véritable indicateur de réussite n'était pas comptable. Il déclara dans un discours « Ce que nous mesurons doit toujours refléter ce que nous voulons devenir. Les chiffres ne valent que s'ils élèvent la conscience. » Cette phrase devint une maxime nationale, inscrite sur les murs des écoles et répétée dans les radios rurales. Le diamant, désormais encadré par la Commission nationale, n'était plus symbole de convoitise, mais d'équilibre. Pour la première fois, un pays d'Afrique subsaharienne prouvait qu'un modèle d'extraction pouvait se soumettre à une éthique avant l'économie. Et c'est là que résidait le vrai changement. Le Burkina Faso n'exportait plus seulement une ressource, mais une idée. Les critiques ne tardèrent pas. Dans les forums économiques, 2 camps s'affrontaient. Les premiers accusaient Ibrahim Traoré d'idéalisme dangereux, arguant qu'un pays sans partenaires étrangers finirait isolé et ruiné. Les seconds, plus discrets, saluaient l'audace d'un dirigeant qui avait osé inverser la logique coloniale des ressources. Entre ces 2 pôles, une vérité plus nuancée se dessinait. Les partisans de la coopération classique citaient en des précédents. Le Nigeria après le pétrole, le Ghana après l'or. Sans capitaux extérieurs, disait-on, il n'y a pas de développement. Il soulignait que la fermeture du marché burkinabé risquait de provoquer une fuite des investisseurs et une hausse des prix à la consommation. À cela, Traoré répondit sans colère. « Ce que nous perdons en confort immédiat, nous le gagnons en souveraineté durable. » Les défenseurs du modèle burkinabé, eux, rappelaient les effets concrets des réformes. Hausse des inscriptions scolaires, multiplication des coopératives, retour de jeunes diplômés de la diaspora. Le pays ne s'était pas isolé, il s'était recentré. L'économie, bien qu'encore fragile, reposait sur une logique de communauté et non d'asservissement. Et pourtant, au cœur même de cette réussite naissante, des tensions internes persistaient. Certains anciens cadres du régime précédent dénonçaient la militarisation de l'économie. D'autres craignaient que la ferveur populaire ne se transforme en culte. Ibrahim Traoré écoutait tout, prenait des notes et répétait à ses ministres « La foi ne remplace pas la raison, mais sans foi, la raison ne construit rien. » Cette posture, ni défensive ni triomphante, fit de lui une énigme sur la scène mondiale. Pour les uns, il incarnait le rêve d'une Afrique consciente. Pour d'autres,
un risque d'autarcie idéologique. Pourtant, la question qu'il posait restait entière. Comment un peuple peut-il se libérer si sa richesse continue à dépendre du regard des autres? Au cœur de cette effervescence, un soir d'avril, Ibrahim Traoré prononça une phrase qui fit basculer l'histoire. La liberté ne se signe pas, elle se vit. Ces 8 mots, prononcés au balcon du palais de la Révolution, résonnèrent dans les rues d'Ouagadougou comme un tonnerre tranquille. Le peuple se rassembla, torche levée, pour écouter celui qu'on appelait désormais le président qui écoute la terre. Ce soir-là, le Burkina Faso ne célébrait pas la découverte d'un gisement, mais la naissance d'une conviction collective, que la richesse la plus rare n'était pas le diamant, mais la dignité. Dans la foule, des femmes pleuraient, des étudiants chantaient, des soldats restaient immobiles, la main sur le cœur. Et pendant que les caméras étrangères diffusaient la scène, les analystes parlaient déjà d'un tournant symbolique. Un pays pauvre venait de redéfinir la puissance. Ce n'était plus une question d'économie, mais de conscience. Ibrahim Traoré, silencieux, regarda le ciel rouge du Sahel et comprit que le plus dur commençait. Protéger cette lumière fragile sans la laisser s'éteindre. Les semaines qui suivirent furent à la fois euphoriques et incertaines. Le Burkina Faso, autrefois relégué aux marges des cartes économiques, était désormais au centre de toutes les discussions diplomatiques. Mais cette gloire soudaine avait un prix. Tandis que les rues d'Ouagadougou vibraient de chants patriotiques, les frontières du Nord se hérissaient de tension. À l'intérieur du pays, l'élan collectif prit une forme inédite. Les écoles furent repeintes aux couleurs du national. Des slogans de solidarité ornaient les murs. Notre richesse est notre conscience. Le taux de scolarisation grimpa de 15%, la participation civique atteignit des niveaux records. Ibrahim Traoré visita des universités, parla aux jeunes ingénieurs, insistant sur la souveraineté du savoir. Le diamant le plus pur, disait-il, c'est la connaissance partagée. Les sociétés locales se réorganisèrent pour répondre à la demande interne. De petites coopératives minières, financées par l'État, remplacèrent les concessions étrangères. En un an, la production transformée sur place passa de 0 à 32%. Les revenus ne partaient plus à l'extérieur. Ils irriguaient les régions rurales. Les artisans burkinabés, longtemps marginalisés, devinrent acteurs de la chaîne de valeur. La fierté économique se doublait d'une éthique nouvelle. Produire sans dépendre. À l'international, la position du pays divisa. Certains États africains, Mali, Niger, Togo, saluèrent le modèle et commencèrent à imiter ses réformes. L'Union africaine parla d'un précédent historique. Mais dans les chancelleries occidentales, les rapports d'analyse se faisaient plus inquiets. Washington évoquait un nationalisme imprévisible. Paris redoutait une contagion de souveraineté. Pourtant, malgré la pression, Ibrahim Traoré refusa de plier. Sur le terrain, la population vivait une transformation intime. Les anciens marchands de rue devinrent informateurs. Les paysans participaient à la surveillance communautaire. Les femmes prenaient la tête des comités de distribution. Les valeurs morales, souvent éclipsées par la survie quotidienne, reprenaient place au centre. Dans les mosquées et les églises, on priait non pour la fortune, mais pour la constance. Et pourtant, dans cette renaissance, demeurait une inquiétude. Combien de temps la lumière pouvait-elle résister à l'ombre? Les puissances économiques, frustrées, multipliaient les manœuvres de déstabilisation. Des rumeurs de sabotage circulaient. Ibrahim Traoré, lui, persista dans sa ligne. Ce que nous avons bâti avec la foi, nous devons le défendre avec la paix. Wochon, Nyaso, Ouassa, ainsi naquit le véritable legs de cette révolution silencieuse. Un peuple capable de transformer une découverte en identité et une ressource en conscience. 6 mois après la découverte, le Burkina Faso se trouva à la croisée des chemins.
Ibrahim Traoré convoqua ses conseillers et leur dit calmement qu'il fallait envisager plusieurs chemins possibles, non pour rêver, mais pour rester lucide. Dans le premier scénario, le pays maintenait sa stabilité interne, consolide la Commission nationale du diamant et poursuit la transformation locale. Les revenus augmentent modérément, permettant de financer l'éducation et les infrastructures. Les tensions diplomatiques se stabilisent grâce à une stratégie de dialogue sélectif. Le Burkina Faso reste un modèle africain prudent, ni fermé, ni soumis. C'est la voie de la maturité. Dans un second scénario, les programmes d'autonomie énergétique et minière attireront une coopération sud-sud. Le Mali et le Niger rejoignent une alliance du Sahel pour la souveraineté des ressources. Ensemble, ils créent un fonds commun de développement durable. L'Union africaine, inspirée par le modèle burkinabé, propose une charte continentale sur la gestion éthique des richesses naturelles. Dans ce contexte, le pays devient un laboratoire d'espoir, prouvant que le courage politique peut précéder la prospérité économique. Enfin, dans le scénario le plus sombre, les pressions extérieures s'intensifiaient. Sanctions économiques, isolement diplomatique, infiltration d'intérêts étrangers. Les exportations chutent, les prix augmentent, et la cohésion nationale se fragilise. Mais Traoré, conscient de ce risque, prépare un plan de résilience interne. Renforcer la production agricole, nationaliser les circuits d'énergie et développer les technologies locales pour réduire la dépendance. Dans les trois cas, il insistait. Ce n'est pas l'avenir qui décide de nous, c'est notre courage qui décide de l'avenir. Cette phrase guida les réformes suivantes. Plutôt que de subir les prédictions, le Burkina Faso les transforma en plans d'action. Et peut-être que la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas à la fortune qu'il accumule, mais à la lucidité avec laquelle il affronte ses choix. Au-delà des chiffres et des cartes, c'est dans les visages du peuple que l'on voyait le changement. Dans les villages du Sahel, les enfants jouaient désormais avec des pierres qu'ils appelaient « lumière de la terre ». Les seules des familles, jadis silencieuses, animaient les réunions communautaires. Les enseignants, les soldats, les agriculteurs partageaient le même mot d'ordre, protéger ce qui est à nous, sans haïr personne. Ibrahim Traoré visita un soir une école construite avec les revenus du diamant. Les élèves l'attendaient avec des cahiers neufs, et sur le tableau, quelqu'un avait écrit « Nous n'avons pas trouvé un trésor, nous avons retrouvé notre voie ». Il lut la phrase, leva les yeux et répondit « Tant que vous parlerez avec vérité, ce pays ne connaîtra pas la nuit. » Cette scène, filmée par un journaliste local, fit le tour du continent. Dans les foyers, on ne parlait plus de pauvreté comme d'une fatalité. Les chansons populaires racontaient la fierté d'un peuple debout. Les imams, les prêtres et les griots citaient désormais les paroles du président aux côtés des proverbes anciens. Dans les marchés, les mères murmuraient « Il a rendu nos enfants fiers de leur nom ». Ce n'était pas un culte, mais une reconnaissance. Celle d'un homme qui avait transformé la peur en confiance et la défiance en conscience. Et dans ce miroir collectif, chaque citoyen découvrait une part de lui-même. Ibrahim Traoré savait qu'une idée, aussi belle soit-elle, devait s'incarner dans des actes. Lors d'un conseil tenu à huis clos, il présenta un plan clair, structuré autour de 5 étapes. Protéger, produire, partager, apprendre, pérenniser. D'abord, une brigade civile de vigilance fut mise en place. Composée d'enseignants, de paysans et d'anciens militaires, elle surveillait les zones dites minières pour empêcher toute exploitation illégale. Leur devise, la liberté se cultive comme la terre. Puis, des ateliers de taille et de polissage virent le jour à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Chaque diamant devait être transformé dans le pays avant exportation. Ce choix fit grimper la valeur ajoutée nationale de 40% en un an. Ensuite, le gouvernement institua un fonds national de redistribution, versant directement 25% des bénéfices aux communes rurales.
Les hôpitaux de district et les écoles publiques furent rénovés grâce à ses revenus. Des bourses, Lumière du Sahel, une initiative née de cette volonté, furent créées pour les jeunes étudiants en géologie, ingénierie et éthique publique. L'objectif, que le savoir devienne une ressource aussi stratégique que le diamant lui-même. Enfin, une autorité indépendante fut instaurée pour auditer chaque projet minier. Traoré insista. Ce qui ne se mesure pas s'oublie, et ce qui s'oublie se perd. Cette feuille de route, mêlant discipline et ses spiritualités, fut saluée à l'étranger comme le modèle de l'éthique appliquée. Mais pour le président, il ne s'agissait pas d'un modèle à exporter. C'était une graine, celle d'un peuple qui réapprenait à compter sur lui-même, pas sur la pitié du monde. Le soir tomba sur Ouagadougou. Depuis le balcon du palais, Ibrahim Traoré contemplait les torches qui illuminaient la place de la Révolution. Les chants s'élevaient, lents et graves, comme une prière portée par le vent du Sahel. À ses côtés, un jeune mineur, le même qui lui avait remis la première pierre brute, se tenait en silence. Traoré posa sa main sur son épaule. « Ce que tu as trouvé ce jour-là, ce n'était pas un diamant, c'était notre dignité. » Cette phrase, reprise par la foule, devint le cœur battant d'une légende vivante. Le Burkina Faso n'était plus un pays cherchant la richesse, mais un peuple redécouvrant sa valeur. Dans les ruelles poussiéreuses, les enfants chantaient encore. La terre a parlé, et nous avons écouté. La promesse faite au pied du volcan Sangandi avait tenu, celle d'un peuple debout, fidèle à son âme. Et tandis que la nuit s'étendait sur le Sahel, Ibrahim Traoré ferma les yeux un instant, certain d'une seule chose. La lumière qu'ils avaient réveillée ne s'éteindrait plus jamais. L'histoire du Burkina Faso ne s'achève pas avec la découverte du diamant. Elle commence avec la lumière qu'il a réveillée. Ce que Ibrahim Traoré a voulu prouver au monde, ce n'est pas qu'un pays pauvre pouvait devenir riche, mais qu'une nation consciente pouvait devenir libre. Dans un temps où tout se vend, il a rappelé qu'il existe encore des choses qui se défendent. La dignité, la foi, la parole donnée. Aujourd'hui, chacun porte une part de ce serment. Qu'il soit mineur, enseignant, mère de famille ou simple rêveur, tout Burkinabé sait que la vraie indépendance se vit chaque jour. La terre a parlé, et sa voix demande à être entendue, non seulement en Afrique, mais partout où la liberté reste à conquérir.